de la sorte parce que beaucoup jusqu'à présent étaient dans une sorte de léthargie, bref, voilà. Kwang, tu vois, toute cette assemblée est venue pour te faire honneur et apprendre tout ce que tu as à leur dire sur l'économie de la Réunion. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment particulièrement heureux de vous présenter notre ami Oh Ai Kwang, Oh étant son nom de famille et Kwang son prénom, car non seulement c'est un ami personnel, mais en plus un excellent collègue et surtout un excellent conférencier que vous allez pouvoir le découvrir parce qu'il a travaillé sur l'économie de la Réunion depuis déjà, depuis en fait la départementalisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour dire les choses. Aujourd'hui, oui. Oui, voilà. Alors, quelques mots tout de même pour que vous fassiez un peu connaissance de Kwang si jamais vous ne l'aviez encore jamais rencontré. Je vous signale tout d'abord la parution de son ouvrage. Il sent encore l'encre, il sort de l'imprimerie dans quelques jours. Et l'ouvrage s'intitulera Itinéraire d'un singe troubadour. Le titre est très curieux, d'abord parce que itinéraire est au pluriel. Il s'agit de l'histoire de Kwang naturellement et de sa famille. Donc ce sont des itinéraires un peu croisés. Et merci. Alors oui, à la demande de beaucoup de mes amis, de mes camarades et de mes collègues aussi de l'université, pensant que j'avais eu un parcours un peu atypique, même totalement atypique, ils m'ont invité à écrire ma biographie. En fait, ce n'est pas véritablement une biographie, c'est un bouquin dans lequel j'analyse les grandes fractures politiques, sociales et économiques du monde et comment ces fractures ont fait que j'ai changé le cours de ma vie à plusieurs reprises. Pour simplifier, j'étais chanteur de rock et guitariste de rock. J'ai mal tourné, je suis devenu prof à la fac. Voilà. Alors le bouquin ça c'est la version pour ma famille. Donc c'est une version qui est courte. Ça s'appelle Itinéraire d'un singe troubadour parce que de la mythologie, bon, dans les contes et légendes du Vietnam, je suis né sous le signe du singe. Et comme j'étais guitariste de rock et chanteur de rock, troubadour, donc singe troubadour. Mais je trouvais que c'était pas excellent pour une grande diffusion. Le titre du bouquin de l'autobiographie de maintenant, c'est Itinéraire d'un immigré de Cochinchine. Et par rapport à ce livre-là, qui fait 200 pages, l'autre fait 300 pages. Donc j'ai ajouté des analyses sur beaucoup de choses. Vous allez le découvrir. Bon, je te laisse la parole. Oui, ben voilà, tout est dit. Si ce n'est tout de même, et cette chose est particulièrement importante, c'est que Kwang, vous voyez, comme il est radieux, épanoui et tout cela, son enfance a été plus rude que cela. Car, évidemment, la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, comme on l'appelait, n'est-ce pas, l'a fortement marqué, puisque, avec sa maman, il est émigré en quelque sorte, il est arrivé en France, découvrant en quelque sorte un pays qu'il ne connaissait pas, tout juste la langue d'ailleurs, et il est passé dans plusieurs lycées. S'il y a des Normands, tiens je pense à toi Jean-Claude, il était au lycée d'Argentan par exemple, et puis au lycée de Saumur. Et c'est au lycée de Saumur précisément que l'aventure de la chanson est arrivée parce qu'il a rencontré un soldat américain, de l'OTAN, naturellement, qui lui a donné 2 CD, 2 micro-sillons, et alors tout de suite, la carrière a commencé pour alors je dis quand même rude, parce que c'est toute la famille qui est venue. Vous étiez combien? 6 enfants, je crois, c'est cela? Et les uns et les autres dispersés de part et d'autre dans la famille et en France. Et il y a un épisode qui vous marquera quand vous lirez l'ouvrage, c'est en particulier comment, avec l'absence de ressources, aucun argent de poche, Kwang se débrouillait par roublardise, oh oui, pour s'acheter des livres d'abord, et puis ne serait-ce que du papier pour pouvoir écrire. Enfin bref, ça c'est fabuleux. Et donc, je ne vais pas en dire davantage, ce qui est magnifique là, c'est de voir que, surtout à La Réunion, nous le vivons, hein, la France, terre d'immigration, profite justement de tous ceux-là qui ont vécu
de par le monde et qui viennent enrichir notre civilisation, notre culture et notre savoir. Parce que, Kwang le disait un peu modestement tout à l'heure, j'ai mal tourné en devenant universitaire. C'est mal parlé que de le dire. Il a viré vers l'économie. Si ce que tu n'as pas dit, c'était pour justement t'impliquer davantage au Vietnam pour redonner en quelque sorte un certain essor à l'économie vietnamienne. Et puis bon, la carrière universitaire a commencé à l'université de Reims et il est arrivé à La Réunion, et heureusement pour nous, puisque voilà, tu as travaillé sur l'économie réunionnaise. Bon, je n'en dis pas plus. Ces ouvrages, vous pourrez vous les procurer ici. Bon, allez, je vous donne quand même un ou deux titres pour que vous soyez alléchés. Le premier, c'est Contribution à l'histoire économique de l'île de la Réunion, depuis 1642 jusqu'à 1848, et s'en suivent tous les autres ouvrages. Histoire économique de l'île de la Réunion, La Réunion, histoire économique, voilà. Et le dernier paru, je crois que tu ne l'as pas avec toi, qui va jusqu'en... J'ai oublié. Voilà. Le dernier livre, le 4e tome, donc qui termine... Le 4e tome qui termine donc le travail que j'ai commencé en 1993, et un livre, je l'ai écrit entre 5 et 6 ans pour écrire un livre. Et donc j'ai passé pratiquement tout mon temps à La Réunion à écrire ces livres-là. Il y en a un paquet. Et j'ai écrit aussi un autre livre sur le capital pour expliquer de façon très très simple le contenu du capital de Karl Marx. Voilà, je démarre. Oui, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de... On va réserver vos applaudissements après si ma conférence est bonne. Voilà, donc... Prends l'autre micro si tu veux bien, Kwang. Oui, là, c'est pas bon là? Celui-là. Il est meilleur? Bon, alors, vous voyez ici, première partie, l'économie de plantation. Je vais commencer par définir très rapidement ce qu'on appelle une économie de plantation, parce que tout le monde en parle ici, et bien peu de personnes savent précisément ce qu'est une économie de plantation. Les économies de plantation, ce sont des économies coloniales, avec une structure tout à fait particulière. Elles se caractérisent par, d'une part, pratiquement toutes les terres cultivables sont consacrées à la culture d'une plante, la canne à sucre, le caoutchouc, etc. Cette production est très peu transformée. Par exemple, pour le sucre, c'est obligatoire de le transformer parce que sinon la canne va perdre son sucre pendant le transport. Donc on est obligé de le transformer ici à La Réunion avant de l'envoyer pour se faire purifier en métropole. Donc toute la production, si vous voulez, est exportée vers la métropole. La troisième caractéristique, c'est que les travailleurs sont très très mal nourris, vivent très mal payés. Ce sont soit des esclaves, soit des engagés, soit des colons partiaires ici à La Réunion. Alors, en 1939, nous en sommes à la troisième forme d'économie de plantation, à savoir l'économie de plantation fondée sur le colonnat partiaire. Voilà. Juste avant la guerre, l'économie de plantation se présente comme ceci. On a 14 complexes agro-industriels, plus des grands domaines qui n'ont pas d'usine. Ça, le rectangle que vous voyez, c'est ce qui figure un complexe agro-industriel. Vous voyez l'usine, c'est votre droite en haut. Vous avez le terrain, le domaine qui est divisé en fait en deux grandes parties. Une partie qui est mise en valeur en faire-valoir direct, c'est-à-dire que c'est le planteur ou bien l'usinier qui va exploiter ce terrain-là avec des salariés. Et l'autre partie du domaine, alors en général, la partie en faire-valoir direct, c'est la partie qui est fertile, qui est pas rocailleuse, qui est facile à travailler. L'autre partie, alors là, ce sont les terrains qui sont en pente, plein de cailloux, etc. C'est donc très difficile à exploiter. Et les planteurs découpent cette partie-là
en petits rectangles, environ 1 hectare à 2 hectares. Il faut savoir que pour pouvoir vivre, il faut au moins 3 hectares. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que ces parcelles-là sont louées à ce qu'on appelle des colons parcières, c'est une sorte de métayage. Le loyer de la terre, c'est une partie de la production de canne qu'ils vont faire. Le colonnat parcière est un métayage particulier dans la mesure où, dans le métayage, le métayer peut cultiver ce qu'il veut. Le colon parcière ne le peut pas. Ce n'est pas lui le chef d'exploitation. Donc, on va l'obliger à cultiver de la canne, et ainsi, ce système-là de colonnat parcière va permettre à l'usine d'être alimentée en canne. Ce colon parcière, si vous voulez, ne peut pas vivre avec 2 hectares. 1 hectare ne peut pas vivre. Donc, il y a de la réserve de travail qui va pouvoir être utilisée sur le terrain en fer brûlant direct. Ce système-là, qui est tout à fait particulier à La Réunion, qui existe très peu ailleurs, ce système-là permet donc aux usines d'avoir à la fois de la canne et de la main-d'œuvre. Et de ne pas payer pratiquement les colons parcières, puisque les colons parcières sur leurs parcelles vont implanter leur maison et cultiver leur jardin, élever quelques poules, quelques cochons, etc. Voilà donc de quelle façon se présente l'économie de La Réunion en 1939. Il y a un peu de géranium, il y a un peu de vanille, mais l'essentiel, c'est la canne à sucre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, voilà, pendant la guerre, l'économie de plantation est mise en sommeil. Pourquoi? Eh bien parce que la Réunion est totalement isolée. Il faut donc arracher la canne, arracher le géranium pour pouvoir y mettre des cultures vivrières et de faire un peu d'élevage. Donc les Réunionnais vont très mal vivre, mais en tout cas, l'économie de plantation est quasiment détruite. Ensuite, en 1946, la Réunion devient un département français. D'abord, des changements démographiques et des changements économiques. Changement institutionnel, voilà. On crée d'abord le franc CFA. Pourquoi la création du franc CFA? C'est que pendant la guerre, alors il va y avoir encore aujourd'hui et pendant la campagne présidentielle des discussions sur cette question-là. Alors, pourquoi le franc CFA? C'est parce que pendant la guerre 39-45, l'inflation était très forte en France. Donc, la France ne pouvait plus vendre ses marchandises à l'étranger. Il fallait donc dévaluer le franc par rapport au dollar. Et comme la France ne voulait pas que ses colonies souffrent beaucoup de cette dévaluation, elle a moins dévalué le franc de l'Afrique et le franc du Pacifique. Voilà. D'accord. Donc on a créé le franc CFA. La Réunion a été englobée dans l'ère du franc CFA. Parce que la Réunion, à cette époque-là, 39-45, était alimentée essentiellement par l'économie de Madagascar. Or, Madagascar faisait partie de la zone CFA. C'est la raison pour laquelle la Réunion a été associée, a été mise dans la zone CFA. Comme il y avait la législation qui était calquée sur celle de métropole, il a fallu mettre en place ici toutes les administrations, la justice, les transports, l'école, etc. Et pour cela, il fallait les fonctionnaires. Or, vous le savez, entrer dans la fonction publique, il faut passer des concours. À La Réunion, impossible de passer des concours pour la population autochtone, la population qui réside à La Réunion, parce que pratiquement tout le monde est illettré. Quelques-uns savent lire et écrire, poursuivent leurs études en métropole, mais ce sont les gros blancs, les fils des gros blancs. Mais la petite population est totalement illettrée, pour la plus grande partie d'entre elles. Pourquoi est illettrée? Parce que
tant que les perspectives de vie consistent à couper la canne, il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire. Donc, la colonisation, le gouverneur d'ici n'a pas créé beaucoup d'écoles pour permettre aux Réunionnais d'avoir une instruction. Donc, pas d'instruction, pas de possibilité de passer des concours. Donc, pour faire fonctionner les administrations, on a fait venir des fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, pour les attirer, on a créé un index de correction, c'est-à-dire qu'ils vont gagner le même salaire qu'en métropole, multiplié par un coefficient multiplicateur. Multiplicateur, bon, pardon. Donc, multiplié par un indice, par un index de correction. Cet index de correction, contrairement à ce que la Cour des comptes croit, et contrairement à ce que la plupart des gens croient, cet index de correction n'est pas lié au franc CFA. Il a été créé à l'occasion du franc CFA, mais n'est pas lié au franc CFA. C'est la raison pour laquelle il existe toujours. Et la preuve, bon, j'ai sorti des textes lorsque j'avais fait des conférences à Stella Matutina démontrant que la Cour des comptes s'était trompée, etc. Je ne vais pas recommencer ici, ça prendrait beaucoup trop de temps. Simplement remarquer la chose suivante. Il y a un index de correction à La Réunion en ce moment qui est 53%. Ce n'est pas du tout lié au franc CFA. Regardez ce qui se passe aux Antilles, dans les dômes antillais d'Amérique. Ils ont aussi un index de correction. Ils n'ont jamais eu le franc CFA. Voilà, c'est pas lié. Alors, à quoi c'est lié? C'est lié au fait que le coût de la vie à La Réunion est plus élevé. Et si vous voulez qu'un fonctionnaire de métropole vienne à La Réunion pour y travailler, vous ne pouvez pas le payer à la même échelle, au même montant que son collègue qui travaille en métropole. Il faut lui donner une prime de vie chère. L'index de correction, c'est ça. C'est une prime de vie chère. Comme on ne savait pas à l'époque, il n'y avait pas d'INSEE, etc., on a mis un index de correction astronomique au départ, 1,70. C'est énorme. Et puis ensuite, bon, progressivement, ça a baissé jusqu'en 1975-76 et est descendu à 53 où ça n'a plus bougé. Voilà. Alors, ensuite, si d'un côté, si je parle de tout ça, c'est parce que tous ces problèmes-là, qui sont sortis en 1946, existent toujours aujourd'hui. Les fonctionnaires touchent toujours un index de correction, un sursalaire. Le SMIC, lui, a été défalqué de 36%. Pourquoi a-t-on fait ça? C'est parce que si on avait mis le SMIC à la même hauteur qu'en métropole, eh bien, les entreprises ici n'auraient pas pu le supporter. Donc, en même temps qu'on augmente le salaire des métropolitains, des fonctionnaires, pardon, on baisse le SMIC. On installe la sécurité sociale, très bien, et la fiscalité également. Et c'est à ce moment-là, en 1952, que commence à être mise en place la première défiscalisation, qui n'était pas très efficace, mais l'idée de la défiscalisation date de 1952. Alors, que se passe-t-il maintenant en démographie? Vous voyez, en 14 ans, la population de La Réunion augmente de 50%. C'est énorme. Parce que la fécondité, l'indice de fécondité est très élevé. Les femmes avaient en moyenne 7 enfants. 7 enfants. Et comme la sécurité sociale est arrivée, et comme la santé est arrivée, comme on a construit ici des hôpitaux et des dispensaires, etc., tout ceci a provoqué une chute de la mortalité. La baisse de la mortalité, d'un côté. Le maintien d'une natalité extrêmement élevée fait que le taux d'accroissement de la population augmente. Puisque le taux d'accroissement de la population, c'est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Le taux de natalité se maintient, le taux de mortalité chute, vous avez un taux d'accroissement très très élevé, ce qui explique la croissance démographique. C'est la raison pour laquelle les allocations familiales qui ont été mises en place en France dans les années 1937, n'ont pas été servies dans les mêmes conditions à La Réunion.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les allocations familiales étaient une politique destinée à encourager la natalité. Parce que la France avait été saignée pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, pour pouvoir relancer la natalité, eh bien, on a interdit, une loi de 1920 a interdit toute propagande contre les contraceptifs. Et donc, on a mis en place, parallèlement à ça, les allocations familiales pour permettre aux mères de famille, aux familles, d'élever de façon plus correcte leurs enfants. Mais comme ces allocations familiales étaient destinées à encourager la natalité, et que la natalité était déjà extrêmement forte, c'est la raison pour laquelle les allocations familiales ont été rabaissées à un niveau très bas à La Réunion. Ensuite, comme il y a eu une explosion démographique, on a commencé à faire une politique d'émigration à la Sakaï. La Sakaï, c'est une région qui se trouve à environ 70 km à vol d'oiseau de Madagascar, et on a créé là-bas une zone qui a coûté beaucoup d'argent, mais qui n'a pas du tout permis de descendre, de faire baisser la démographie, parce que, grosso modo, il y a eu entre 600 et 1000 personnes qui sont parties là-bas. Des gens d'ici, du sud, là, de Saint-Pierre, du Tampon, etc., qui sont partis là-bas. Alors, le troisième élément, c'est l'économie. Alors, toujours à l'heure actuelle, pour relancer l'économie, pour améliorer les conditions de vie de la population, on met en place des transferts publics. Alors j'explique d'où ils viennent ces transferts publics. Il y a d'abord les services publics qu'il faut faire fonctionner. Ces services publics, ces services publics sont produits par les administrations publiques centrales et administrations publiques locales, c'est-à-dire les communes, la région, le département, etc. Ces administrations ont des dépenses publiques pour construire des routes, construire les ponts, construire les ports, construire les écoles. Et ces dépenses publiques doivent être financées par les impôts et les taxes. Or, la population est extrêmement pauvre à La Réunion, et donc elle ne peut pas financer la totalité des dépenses publiques avec la fiscalité. D'où le déficit. En même temps, vous avez une politique sociale dont je viens de parler très rapidement, avec des allocations familiales, etc. L'administration de sécurité sociale a été créée en 1947 et elle distribue des prestations sociales, allocations familiales, chômage, etc., etc. Et là, les cotisations sociales qui servent à financer les prestations sociales ne sont pas suffisamment importantes parce qu'il y a beaucoup de chômage, etc. Et il n'y a pas beaucoup de salariés non plus, puisque l'essentiel de la population, ce sont des colons partiaires. D'où le déficit. D'où la solidarité nationale va fonctionner. Et à partir de la métropole, des transferts publics financiers vont permettre de combler ce déficit. Et j'appelle ça une rente départementale de développement. Oui, dans la comptabilité nationale, on appelle ça des transferts publics, parce que c'est de l'argent gratuit qui arrive. Vous voyez la différence très rapidement. La différence entre un salaire, par exemple, et une prestation sociale, c'est que le salaire, on vous verse un salaire en contrepartie d'un travail. Dans une prestation sociale, on vous verse de l'argent sans contrepartie. Vous n'avez rien produit à la place. C'est quelqu'un d'autre qui a donné l'argent. OK ? Et donc, ces transferts financiers qui arrivent des métropoles permettent de combler le déficit. En comptabilité nationale, on appelle ça des transferts publics. En économie, c'est plutôt une rente. Une rente départementale du département de La Réunion, de développement, parce que cette rente qui arrive régulièrement doit permettre d'assurer un certain rattrapage économique et social de La Réunion. Voilà donc le système qui est mis en place dès 1946 et qui va fonctionner jusqu'à aujourd'hui.
À quoi servent ces transferts au cours de la période jusqu'en 60? Vous voyez qu'en 52, ça ne représentait que 8% PIB. C'est énorme. Et vous voyez également ici que l'essentiel des transferts qui arrivent de métropole servent à des prestations sociales, servent à la politique sociale. Ça veut dire que rien n'est fait pour changer l'économie. Vous aviez au départ une économie de plantation. On ne change pas le modèle, au contraire, on va rebâtir l'économie de plantation comme c'était avant. Le gouvernement aurait pu penser à ce moment-là, faire quelque chose pour, dès ce moment-là, changer le cours de l'histoire de la Réunion. Non, il fait le choix de repartir sur la situation d'avant la guerre. Alors, il ne veut plus avancer. Là. Développer l'économie de plantation, pourquoi? Eh bien, parce que, du fait de la guerre, la France est complètement ruinée. Elle n'a plus de devise du tout. Lorsque vous voulez faire fonctionner l'économie, vous avez besoin d'importer des marchandises, d'importer des matières premières. Et ces matières premières, vous les payez avec des devises. Le gouvernement n'en a plus. Et d'ailleurs, même vous le savez, pendant la guerre, l'économie de Gaulle a été financée essentiellement par l'Angleterre. Donc il n'y a pas de devise. C'est la raison pour laquelle De Gaulle va essayer de refaire la politique coloniale. Alors vous le trouverez, la critique dans mes mémoires là. Général de Gaulle qui venait donc de chasser les Allemands qui avaient envahi la France, le voilà qui repart en guerre au Vietnam, dans les colonies, pour pouvoir reconstituer l'empire colonial. Il fait exactement la même chose. Alors pourquoi rebâtir l'économie de plantation? Eh bien parce que il veut que les colonies continuent à fournir à la métropole les matières premières dont elle a besoin. Et donc à La Réunion, le sucre. Vous voyez ici la reconstruction a été beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. En 1944, il y a 13 000 tonnes. La Réunion produit 13 000 tonnes de sucre. Dès 1958, ça a déjà dépassé de beaucoup. Et vous voyez, ça n'a pas arrêté. Et là, on atteint quasiment un plafond, 218 000 tonnes de sucre par an. C'est grosso modo ce qu'on produit aujourd'hui. Voilà. Le bilan de la période. En fait, le sous-développement persiste. Vous voyez la ligne en pointillé, en rouge en pointillé. Elle vous donne le revenu disponible, c'est-à-dire le revenu moins les impôts. C'est ce qui vous reste, une fois que vous avez payé vos impôts et vos taxes. C'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Vous voyez que le revenu disponible augmente, passe de 100 à 140, mais que la population augmente pratiquement au même rythme. C'est-à-dire que, malgré la croissance économique, il n'y a pas d'amélioration des conditions de vie de la population. Ils sont toujours aussi malheureux. Et quelle est la cause de ça? Eh bien, dans les bouquins d'économie que je lis à gauche à droite sur la Réunion, quand je suis arrivé, ben, c'est parce que la Réunion est éloignée, parce qu'elle est petite, elle manque de matières premières, etc., etc. On vous fait la liste des causes du sous-développement. Non. Le sous-développement a une cause structurelle. Ça n'a rien à voir avec les conditions naturelles. Regardez ce qui se passe. Dans le rectangle du haut, vous avez deux classes sociales. Les planteurs et les usiniers d'un côté, à droite, et en face, vous avez les travailleurs, qu'ils soient esclaves au départ, qu'ils soient des engagés ensuite, qu'ils soient des colons, qu'ils soient des journaliers. Ce sont les deux classes fondamentales de la société. Le revenu monétaire de ces travailleurs est très très faible. Très très faible. Ce qui fait que la demande solvable, c'est-à-dire la demande qui est appuyée par un pouvoir d'achat,
La demande, vous désirez avoir quelque chose, c'est une demande, mais elle n'est pas toujours solvable. Il faut avoir l'argent pour le payer. Et donc la demande solvable est très très faible en produits de base. D'où l'impossibilité de créer des industries rentables. C'est la raison pour laquelle les profits et la rente que gagnent les planteurs et les usiniers sont investis en acquisition de terres, ou bien modernisation des usines, consommation de luxe et exportation de capitaux en métropole. Donc, le sous-développement de la Réunion des années 60 ne provient pas des conditions naturelles, il provient de la structure économique de la Réunion. Il provient de l'économie de plantation. Alors, le sous-développement persiste. La situation politique fait que certaines fédérations communistes des DOM se transforment en partis autonomes. En 1957, le Parti communiste martiniquais est créé. En 1958, le Parti communiste guadeloupéen est créé. En 1959, le PCR est créé. La différence entre ces partis-là, c'est que les partis martiniquais et guadeloupéens sont indépendantistes. Ils veulent l'indépendance. Le Parti communiste réunionnais ne souhaitait pas, n'a jamais souhaité l'indépendance, souhaitait l'autonomie. C'est ce qui est totalement différent. Ça veut dire que, pour simplifier, qu'ils reçoivent la rente départementale de développement et qu'ils sont, eux, responsables de la gestion, de l'utilisation de cette rente. Donc c'est l'autonomie et non pas l'indépendance. Voilà, maintenant nous passons à la phase 61-2020, le nouveau contexte international et national. Alors, d'abord, l'Union européenne est créée en 1957. Ça va générer deux éléments nouveaux. D'abord, la politique agricole commune qui est mise en place, parce que l'Europe veut à la fois être indépendante du point de vue alimentaire. Il faut donc mettre en place une politique agricole pour produire suffisamment d'aliments pour la population. Et d'autre part, beaucoup plus tard, l'Europe va pouvoir financer, augmenter, si vous voulez, les transferts publics vers la Réunion. Alors pourquoi est-ce que la PAC est importante? C'est parce que dans le cadre de la politique agricole commune, il y a ce qu'on appelle l'organisation commune des marchés. Un certain nombre de produits considérés comme stratégiques sont soumis, si vous voulez, à une gestion administrative par l'Europe. C'est le cas du sucre, ça a été le cas du tabac aussi, mais pendant très peu. Concernant le sucre, de façon simplifiée, l'Europe fait en sorte que le marché sucrier européen est plus ou moins fermé à toutes les importations étrangères, mais les DOM ont le droit d'exporter leur sucre avec un certain quota. La Réunion reçoit un quota en chiffre rond de 300 000 tonnes de sucre par an dès ce moment-là. Elle n'a jamais réussi à atteindre cette somme-là. Elle a toujours été entre 220 et 230 000 tonnes maximum. Il y a donc une marge très importante. Donc, la PAC était importante pour permettre au secteur sucrier d'avoir un débouché certain. Toute la production de sucre de la Réunion est assurée d'avoir un débouché. Le prix lui-même est fixé par l'Europe. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que, si vous voulez, le sucre est un produit stratégique qui est utilisé essentiellement, bon, s'il y a des sucres de bouche, pour sucrer le café, mais il est utilisé aussi pour faire des confitures, des gâteaux, des boissons, etc., etc. Donc l'industrie agroalimentaire a besoin de beaucoup de sucre. Et donc, ce que souhaite l'Europe, c'est que le sucre ne soit pas trop cher. Ce qui fait que
elle règle, c'est elle qui chaque année fixe le prix du sucre. Donc le prix du sucre n'augmente que très très faiblement. Or, la politique de rattrapage de la métropole fait que le SMIC, lui, il augmente régulièrement. Si d'un côté les prix de vente du sucre plafonnent et que le coût de production augmente, les profits et la rente sont écrasés. Forcément. Donc le secteur sucrier, ils sont dans une très grande difficulté. Voilà pourquoi je parle de l'Union européenne. Il y a eu ensuite l'OMC en 1995 qui libère, si vous voulez, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est responsable de l'élimination et de la vanille et de l'essence de géranium. Parce que la Réunion, qui était premier producteur mondial d'essence de géranium pour les parfumeurs de Grasse, l'essence de géranium a été totalement éliminée parce que le prix de l'essence de géranium de la Réunion est quasiment 2 fois et parfois 3 fois plus élevé que celui qui vient de Chine. L'organisation du commerce fait que les produits de la Réunion sont en concurrence avec tous les autres produits mondiaux. Donc, élimination de la vanille, élimination de l'essence de géranium. Ensuite, il y a la décolonisation et les zones économiques exclusives. Et ça, je vais vous détailler un peu. La décolonisation, c'est des années 60. Enfin, ça a commencé en 54, lorsque la France perd le Vietnam. Et puis ensuite, elle perd le Maroc, etc., etc. En 60, toutes les colonies africaines deviennent indépendantes. Madagascar devient indépendante en 59. Qu'est-ce qui se passe? Dans la zone océan Indien, Madagascar représentait le pivot de la présence française dans l'océan Indien. La France perd Madagascar. Ça veut dire que du point de vue géostratégique, la Réunion devient un centre très très important. Et vous remarquerez que dans tout l'océan Indien, il n'y a que la France, comme grande puissance, qui possède une terre, une île. Je ne parle pas des Chagos parce que c'est encore une autre affaire, j'irai trop loin. Mais il n'y a que la France qui possède dans l'océan Indien un territoire, c'est la Réunion. Donc, la Réunion va occuper, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais j'ai dessiné les routes maritimes. Vous voyez à peu près? Oui. Bon, très bien. Alors, ces routes maritimes vous montrent qu'un tiers du trafic maritime mondial passe à proximité de la Réunion. Vous voyez le couloir du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. Dans ce couloir-là passe le pétrole qui va sur l'Europe. Imaginez un peu la situation qui existe en ce moment au Moyen-Orient. C'est un peu explosif, voyez. Si jamais le canal de Suez ferme, il va falloir que tout le courant, tout le pétrole passe par le couloir de Mozambique, là, le canal de Mozambique. La Réunion occupe donc une place stratégique. Et aussi, vous comprenez aussi pourquoi, en 2011, la France a transformé Mayotte en département. Ainsi, elle verrouille complètement le couloir du Mozambique. D'accord? Voilà. Donc, la Réunion est extrêmement importante, et c'est pour ça que j'entends souvent des gens qui me disent « Ouais, ça coûte trop cher, c'est une danseuse de la République, la Réunion, il y a qu'à laisser tomber. » C'est beaucoup trop important, du point de vue géostratégique. Ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour ça. Mais il y a une seconde raison. Voilà. En 82, il y a eu la convention de Montego Bay. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est que, avant 82, la mer était à tout le monde. Vous pouviez circuler où vous vouliez. Était à tout le monde. Et puis, avec les indépendances des différents pays colonisés, eh bien, l'Afrique,
par exemple, il dit, ben oui, cette bordure à 300 km de chez nous, c'est à nous. Donc il y a eu des débats extrêmement importants pour s'approprier une partie de la mer. Avant, les pays n'avaient que les terres. Elles ont voulu, après la décolonisation, s'approprier aussi les mers. Et donc un accord est intervenu en 82 et a permis, si vous voulez, à environ 370 km des côtes, d'avoir ce qu'on appelle une zone économique exclusive. C'est-à-dire que le sous-sol, le fond de la mer, là, vous appartient, avec les nodules, etc. etc. La mer qui est autour, là, ce sont les zones de pêche, ça vous appartient. Le contrôle de la Réunion permet de contrôler les Kerguelen, Saint-Paul, Crozet et les couloirs de Mozambique. Et tout ça, ça vous fait 2,8 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire qu'à partir de la Réunion, la France contrôle un quart de son espace maritime. Un quart de son espace maritime. Vous voyez, du point de vue géostratégique, la place qu'occupe la Réunion. Et c'est pour ça que la France ne lâchera jamais la Réunion. Voilà. Des politiques de rattrapage sont mises en place. Je vais accélérer parce que sinon je ne vais jamais y arriver. La première politique, c'est ce qu'on appelle la politique des besoins essentiels. Et c'est essentiellement Michel Debré qui a lancé ça, qui a inventé cette politique-là. La première priorité, c'était d'augmenter les revenus. En 60, le SMIC de la Réunion représentait 65% du métro et l'alignement s'est produit en 96. Les prestations sociales, qui ne représentaient que 10% du revenu disponible, représentent aujourd'hui près de 30% du revenu disponible. Donc, grâce à l'augmentation des prestations sociales, grâce à l'augmentation du SMIC, le niveau de vie de la population de la Réunion a pu augmenter, la pauvreté a été réduite. Deuxième chose importante, les logements. C'était... quand j'ai travaillé sur cette question-là, j'étais absolument effaré quand je lisais les comptes rendus des services sociaux. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, les fontaines étaient à 300 mètres, 400 mètres, par terre c'était... Il n'y a pas de toilette, par terre c'était de la terre battue, etc. Debré est arrivé en 61, et quand il a constaté ça, il a mis en place la loi anti-bidonville, suivie par la loi Vivien. Ce sont des lois qui ont permis d'éliminer les bidonvilles. Mais quand on élimine les bidonvilles, il faut aussi construire des logements. C'est pour ça que des organismes sociaux de logement ont été créés. La société immobilière de la Réunion pour les logements de bas de gamme et la SHLMR pour les moyens de gamme. La LBU, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'auparavant, les financements qui venaient de métropole étaient dispersés dans plein de budgets. Et pour que ce soit plus efficace, on a rassemblé tous ces budgets-là, enfin tous ces montants-là en un budget unique. C'est donc ce qu'on appelle la ligne budgétaire unique. Il n'y a pas eu davantage d'argent, mais disons qu'en refondant ensemble tous ces financements, c'était plus efficace d'utilisation. Ensuite, en 86, avec la loi Ponce, on a créé la défiscalisation. Bon, chacun sait ce que c'est ici, je n'ai pas besoin d'expliquer davantage que la défiscalisation a permis de construire pas mal de logements et de reloger donc, la population. La démographie. La première urgence, c'est de faire baisser la croissance démographique. La seconde urgence, l'instruction. La troisième urgence, le chômage. La baisse, je l'ai rappelé, j'ai dit tout à l'heure que le nombre moyen d'enfants par femme était de 7 dans les années 60. Alors, la loi Neuwirth en 67, sous les
après les manifestations de femmes, etc., et aussi d'hommes, bien sûr, la loi Neuwirth a autorisé la contraception. Et grâce à cette loi Neuwirth, on a eu une baisse fantastique de la fécondité. Il y avait 7 enfants par femme en 1954, c'est la ligne du haut, hein. Ça tombe à 2,46 aujourd'hui. 2 enfants et demi par femme. Donc, en métropole, c'est la ligne en pointillé en bas. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette ligne sur la métropole? C'est parce que j'ai tracé une ligne, vous voyez, horizontale, à 2,1. Pourquoi 2,1? Eh bien parce que 2,1, c'est le nombre moyen d'enfants qu'il faut par femme pour que la population soit étale, soit toujours au même niveau. Vous remarquez que depuis 70, là, depuis 70, la France est en dessous de 2,1. On est à 192, 1,92. Bon, ça veut dire que depuis 70, la France n'arrive pas à reproduire sa population. Vous regardez maintenant les statistiques. En 75, il y avait 53 millions de Français. Actuellement, il y a 68 millions. D'où est-ce que ça vient? De l'immigration. Donc je voulais juste vous dire ça parce qu'on entre dans la campagne présidentielle. Le thème de l'immigration, il va être sur la table. Et la cause démographique, elle est là. Bon, c'était juste un aparté, hein. Alors, le fait que la fécondité a baissé fait que il y a eu la croissance démographique continue, mais elle n'est pas explosive. Vous voyez la courbe là, en pointillé rouge là. Si ça avait continué comme dans les années 50, ça aurait été comme ça. Grâce à la politique démographique, grâce à la loi Neuwirth notamment, eh bien la croissance démographique continue, mais en ralentissant. On est aujourd'hui à 860 000 personnes à La Réunion. Voyons maintenant 2 autres problèmes. La structure par âge. J'ai entouré d'abord à gauche, là, les 0-19 ans. Ils représentent grosso modo 50% de la population. Vous avez une population extrêmement jeune. Le problème pour cette population, ce sont les écoles, ce sont les lycées. À l'heure actuelle, les 3/4 des fonctionnaires qui travaillent à La Réunion sont employés dans l'éducation nationale. Voilà. C'est parce que la population est extrêmement jeune. Et tout ça, c'est à cause de la croissance démographique des années 50. Hein. Le deuxième cercle, là, des 20 à 59 ans. Vous voyez que la proportion est également extrêmement élevée. Ce sont les personnes qui arrivent sur le marché du travail. Bon. Voici donc la seconde urgence, l'instruction pour les jeunes, le service militaire adapté, créé par Debré, avec les écoles, les collèges et les universités. Pour régler le problème du chômage, puisque l'offre de travail, le nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail est très élevé, il a fallu tenter de régler ce problème. On avait tenté la SACAI, dont j'avais parlé tout à l'heure, dans les années 50. Ça n'a pas marché du tout. Là, on a mis en place le BUMIDOM, le bureau de migration pour les DOM, et qui organise donc la migration. Et là, vous avez le nombre de personnes qui sont parties en métropole pour y travailler. En fait, c'était à ce moment-là que la France avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Elle a fait besoin de beaucoup de main-d'œuvre parce que la situation, après les 2 guerres mondiales, elle avait perdu beaucoup de jeunes. Donc elle manquait de main-d'œuvre. Or, on était dans la période des 30 glorieuses, avec une économie, une industrie qui avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle on a fait venir en masse des immigrés. C'est à ce moment-là, c'est le patronat qui a fait venir en masse des immigrés à ce moment-là, d'Algérie, d'Afrique noire, du Vietnam, bon, bref.
Et en même temps, les DOM qui étaient en surpopulation par rapport à la création d'emplois, eh bien, on leur a offert la possibilité de partir en métropole pour avoir un emploi. Alors, le transfert était gratuit, ils arrivaient en France, ils avaient une formation qui était gratuite, on leur cherchait un travail, entre eux restaient. Vous voyez qu'à partir de 81, le Bibidome ne fonctionne plus. On supprime le Bibidome. Pourquoi? Parce que en métropole, le chômage explose. La crise économique de 73 fait exploser le chômage. Alors, à ce moment-là, bien sûr, on n'a plus besoin d'immigrés, on n'a plus besoin de Réunionnais, on n'a plus besoin d'Antillais, etc. Et donc, on arrête le Bibidome. L'aggravation du chômage à partir des années 80. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord une baisse de la fécondité. Elles ont moins d'enfants, les femmes ont moins d'enfants. Elles ont donc davantage de temps libre. Donc elles pourraient travailler. En plus, comme on a mis en place un système scolaire perfectionné, voilà, instruction, et que les développements techniques font que le tertiaire, les emplois tertiaires augmentent, les travaux de service, les travaux de bureau augmentent, travaux qui conviennent bien aux femmes, on ne va pas leur demander d'aller dans la rue pour donner des coups de pioche, le tertiaire convient bien aux femmes. En plus, il y a les changements sociologiques. Elles veulent leur indépendance, et elles ont raison. Elles veulent leur indépendance financière. Bon, donc il faut qu'elles travaillent. Et l'instruction, elles sont meilleures que les garçons. Les résultats scolaires des filles sont meilleurs que les garçons. J'ai toujours constaté ça depuis que je suis dans l'enseignement. Alors, les premiers rangs, là, il n'y a que des jeunes femmes là, qui prennent des notes, elles sont extrêmement sérieuses, elles prennent des notes, elles apprennent leurs leçons, elles arrivent à l'examen, elles ont des bonnes notes. Les garçons au fond là-bas, quelques-uns travaillent bien, dernier moment de l'année, ils bûchent. Bon. C'est pas le même tempérament, vous voyez. Donc les filles réussissent mieux à l'école, les travaux leur conviennent, elles veulent leur indépendance. Voilà pourquoi les femmes arrivent sur le marché du travail, de plus en plus. Or, la Réunion est incapable, du par sa structure économique, de créer beaucoup d'emplois. Et vous avez en plus la croissance démographique. Et bien tout ça fait que le chômage augmente pendant les années 80. Quelle solution? Le Bibidome, on ne peut plus. La France connaît un chômage extrêmement important. Alors, on a recours aux contrats aidés, au RMI, au RSA, pour ceux qui n'ont pas de travail. Et on essaye quand même de mettre en place une politique de l'offre, des politiques de l'offre. Qu'est-ce que c'est que des politiques de l'offre? En économie, on distingue deux types, pour simplifier. On distingue deux types de politiques. Une politique de la demande et une politique de l'offre. Par exemple, une politique de la demande, c'est la politique qui a été menée par François Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir en 81. Il a augmenté le SMIC, il a augmenté le minimum vieillesse, il a augmenté les allocations familiales, etc., etc. Il distribue, si vous voulez, de l'argent, il augmente les revenus, de façon à ce que ces revenus augmentent la demande. Et la demande est censée tirer la production. Et tirer la production, ça veut dire que les entreprises vont embaucher. Mitterrand a échoué pour la raison très simple qu'il n'y avait pas que ça, il y avait une nationalisation, j'en parle pas. Mais pour une raison très très simple, c'est que la France était dans l'Europe. Donc les frontières étaient ouvertes. Et donc, l'augmentation des revenus n'a pas servi à tirer la production française en avant, elle a permis d'acheter les marchandises allemandes, etc., etc. Ce qui a permis, si vous voulez, ça crée un déficit commercial très très important et c'était pas possible de continuer comme ça. D'où ce que François Mitterrand appelait la politique de rigueur, qui est un mot de gauche,
Mais sinon, c'est la politique d'austérité, quand on est de droite. Mais c'est la même chose. Alors, les politiques de l'offre, réorganiser et développer le système productif. La réforme foncière. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pourquoi? Eh bien parce que les colons vivent dans une misère noire et que vous avez une crise sucrière dont j'ai donné les causes il y a un moment. Les salaires augmentent et puis vous avez le prix du sucre qui stagne. Donc, crise sucrière. Pour résoudre ce problème-là, on va supprimer, on va concentrer l'industrie. Parce que si vous concentrez l'industrie, vous baissez les coûts fixes. Dans une entreprise, il y a deux types de coûts. Les coûts fixes et les coûts variables. Jusqu'à un certain niveau. Plus une entreprise est grande, plus elle arrive à diminuer les coûts fixes par unité produite. Vous avez besoin par exemple, d'un veilleur de nuit dans une usine, que votre entreprise soit grande ou petite, le tarif sera le même. Simplement, par unité de production, le coût fixe du veilleur sera réparti sur un plus grand nombre d'articles. D'accord? Donc on concentre les industries sucrières, on passe de 14 usines sucrières à 2 aujourd'hui, avec Tereos. En plus, on fait une réforme foncière. Pourquoi? Eh bien parce que, pour des raisons sociales, les gens sont très pauvres. Et que je l'ai dit tout à l'heure, le minimum pour pouvoir vivre, c'est au moins 3 hectares. Au moins 3 hectares. Pour s'en sortir à peu près correctement, on a calculé qu'il fallait à peu près 5 hectares. Donc, on a créé en France une SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est une société publique, quasi publique. Cette société a pour rôle de racheter les terres pour les redistribuer. L'industrie sucrière, les grandes usines sucrières agro-industrielles, là, elles sont en déficit. Pour pouvoir s'en sortir, elles vendent des terres. Elles sont d'accord pour vendre des terres. Mais les colons ne peuvent pas acheter les terres puisqu'ils sont trop pauvres. C'est donc la SAFER qui va acheter les terres aux grands possédants, aux grands propriétaires fonciers, aux grandes usines. Et c'est grâce à ça que les grands propriétaires fonciers vont pouvoir sortir des capitaux liquides qui étaient englués dans la terre, en quelque sorte, qui étaient gelés dans la terre. Donc la SAFER rachète les terres, les découpe en lots minimum de 5 hectares et va sélectionner parmi les colons ceux qui sont les plus dynamiques, les plus jeunes, ceux qui ont le meilleur avenir. Et ces lots, 5 hectares, c'est un choix social, c'est pas un choix économique, c'est un choix social. C'est pour permettre simplement aux colons de s'en sortir. Mais les colons n'ont pas d'argent pour acheter. C'est le crédit foncier qui va leur prêter de l'argent jusqu'à 150% du prix de la terre. 150% du prix de la terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont acquis la terre, il fallait aussi qu'ils continuent à vivre en attendant que la canne repousse, etc. Donc c'est la raison pour laquelle le crédit agricole a financé en quelque sorte les prêts, a prêté de l'argent aux colons parcières. Et c'est ainsi qu'on a créé, si vous voulez, d'un côté, les usines sucrières qui n'ont plus de terre. Tereos n'a pas de terre. Il n'a plus de terre. Et toute la terre a été redistribuée à certains anciens colons. Ceux qui n'ont pas bénéficié de terre, au chômage. Les autres s'en sortent un peu mieux. Donc, prolétarisation d'un côté, d'accord? Et fin de l'économie de plantation. Puisqu'il n'y a plus de complexe agro-industriel, les terres sont redistribuées d'un côté, les usines de l'autre, il n'y a plus de vanille, il n'y a plus de géranium. Fin de l'économie de plantation. Voilà. Alors, les conséquences économiques et sociales, je l'ai marqué, la prolétarisation,
fin des complexes agroalimentaires et surtout également diversification de la production. Parce que les terres qui sont cultivées par maintenant, les colons ne sont plus colons, hein. Les colons sont propriétaires, petits propriétaires fonciers maintenant. Ils ont perdu leur statut de colon. Ils sont petits propriétaires fonciers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont assurés de pouvoir vendre leur sucre. La France a un quota La Réunion a un quota de 300 000 tonnes. Ils sont assurés de pouvoir vendre leur sucre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font du sucre, ils font de la canne, mais sur une partie de leur plantation, ils vont faire des légumes, ils vont faire des produits vivriers, ils vont faire un peu d'élevage, etc. Et c'est ainsi, si vous voulez, qu'une diversification de la production agricole commence aux alentours des années 95, pas avant, parce que le Crédit Agricole avait prêté de l'argent, mais pour être sûr de pouvoir récupérer les prêts, il a obligé pendant 15 ans les nouveaux propriétaires fonciers des terres à continuer à cultiver la canne. Comme ça, il était sûr que les nouveaux propriétaires allaient avoir un revenu et pouvoir les rembourser. Et donc il a fallu attendre une quinzaine d'années pour que une diversification de la production agricole se mette en place. Bon, c'est pour ça que maintenant on est pratiquement autosuffisant en légumes, voilà, pratiquement. Et c'est aussi la raison pour laquelle une industrie agroalimentaire a commencé à se mettre en place. C'est grâce à ça. Alors, politique de l'offre numéro 2, l'industrialisation par substitution d'importation. Bon, il s'agit d'essayer de produire sur place ce qu'auparavant on importait. Et pour pouvoir le faire, eh bien, on a mis en place la défiscalisation, on a amélioré la défiscalisation de 52 avec la loi Pons de 86. On a créé de plus en plus de zones industrielles. Je crois que la première zone industrielle qui a été créée, c'était ici, du côté de Saint-Pierre, la Ravine Blanche, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, des avantages fiscaux et douaniers, les matières premières et les machines, lorsqu'elles arrivent à La Réunion, ne subissent pas, ou très peu, l'octroi de mer. Alors tout ça, ça a permis de mettre en place une industrie, que cette politique a réussi, parce que si, au lieu d'importer comme auparavant des frigos tout montés, ou des bicyclettes toutes montées, si maintenant, ou des chauffe-eau solaires tout montés, maintenant si on emporte en pièces détachées et qu'on les monte sur place, c'est une autre... c'est pas véritablement de la substitution. Mais c'est vrai aussi que cette nouvelle forme, si vous voulez, d'industrialisation permet de donner du travail aux gens. La Réunion n'est pas plus, je veux dire que la Réunion n'est pas plus indépendante qu'auparavant par rapport aux importations. Simplement, les importations ont changé de forme. Ce n'est plus des produits finis qui arrivent, ce sont des produits en pièces détachées. Développement de l'import-distribution. Bon, on a vu tout à l'heure l'augmentation des revenus, d'où la croissance de la consommation, l'accumulation du capital commercial, c'est-à-dire que auparavant vous aviez des petites boutiques, des petites entreprises qui ont réussi les Chinois surtout, qui ont réussi à accumuler du capital, à se fédérer, à se regrouper, voilà, à s'associer pour faire des entreprises un peu plus grandes, et puis également le capital venant de la vente de terre dont je viens de parler avec la SAFER. Et ce capital-là, regardez par exemple Châteauvieux. Châteauvieux a monté ici l'une des plus grandes entreprises d'import-distribution dans les années 91-92. Il l'a revendu maintenant. Mais donc, ce capital qui était accumulé a permis de créer des grandes surfaces et d'alimenter la croissance de la consommation. Quel est le bilan de ce rattrapage, de la politique de rattrapage? Les transformations du système productif.
Vous voyez ici, en 61, le secteur primaire représentait 44% du total des emplois. Il représente aujourd'hui 3% des emplois. Par contre, les services marchands, les services non marchands représentent plus de 80% des emplois à l'heure actuelle. Bon, les chiffres sont gonflés. J'en ai fait la démonstration dans le bouquin. Ce serait un peu long à vous expliquer. Ce deuxième tableau vous montre également la structure économique de La Réunion. Regardez ici. Vous avez les petites entreprises, 0 salariés, 46 000. De 1 à 9 salariés, 13 000. 95% des entreprises de La Réunion sont des micro-entreprises. Vous avez très très peu de grosses entreprises ici. D'autre part, vous voyez que le secteur du commerce et le secteur des services représentent quelque chose d'extrêmement important. Alors si vous avez un tissu économique constitué de très petites entreprises, vous avez aussi des très grosses entreprises. Et on le voit ici, là. Quelques grosses entreprises qui dominent totalement le marché. Vous voyez ici le secteur capitaliste en 1996, le secteur des administrations publiques et le secteur des petites entreprises. La taille est à peu près identique en tant que création de richesse. La valeur ajoutée, c'est la création de richesse. Et vous voyez ce qui arrive à la fin, le secteur capitaliste dépasse très largement les autres. Donc on est passé, si vous voulez, à une économie de plantation, à une économie de petites unités de micro-entreprises, avec quelques très grosses entreprises qui dominent totalement le marché. Alors, vous avez ici la progression du PIB par habitant. C'est-à-dire que le PIB, c'est la richesse, c'est le gâteau qui est produit chaque année, que vous divisez par le nombre d'habitants, et vous voyez qu'au départ, on avait 30% dans les années 70, par rapport à celui de la métropole. Aujourd'hui, on est à 66, 2 tiers, quoi, hein, 66% du PIB par habitant de métropole. Mais les chiffres sont gonflés. Ils sont très largement gonflés pour la raison suivante. C'est que dans les statistiques, les statisticiens, aucun statisticien ne sait mesurer la valeur produite par les services non marchands. Parce que pour pouvoir mesurer une production, il vous faut une quantité multipliée par un prix. Quand vous multipliez quantité par prix, vous avez la production. Dans les services, il n'y a pas de prix. Quand je fais un cours à la fac, je ne suis pas payé pour faire le cours. Quand un professeur, quand un juge donne son verdict, il n'est pas payé pour cet acte-là. Donc, dans les administrations publiques, on ne sait pas, personne ne sait, dans les administrations publiques, comment calculer la production. Et on ne sait pas non plus qui consomme. Là, je fais une conférence, là. Je ne sais pas si la conférence passe à 20%, 15%. Je ne sais pas qui consomme, il y en a peut-être qui dorment, d'ailleurs, aussi, et qui ne consomment rien. Donc, on ne connaît ni la production, ni la consommation. Comment voulez-vous mesurer? Vous ne pouvez pas mesurer. Alors, les statisticiens, mais de partout dans le monde, hein, de partout dans le monde, je ne suis pas en train de critiquer l'INSEE d'ici, hein, de partout dans le monde, mesurent la production des services publics par le traitement que reçoivent les fonctionnaires. Or, vous le savez, les fonctionnaires de La Réunion touchent 53% de plus qu'en métropole. Un instituteur ici, un professeur des écoles ici, touche 53% de plus que son homologue de métropole. Ça veut dire qu'en faisant le même travail, il crée 53% de plus de richesse. Et comme vous avez vu qu'une grosse partie de la population active est constituée
de fonctionnaires, forcément, les chiffres sont faux. Voilà. Bon, alors on est assez loin, mais ça, ce sont les biais statistiques dont personne ne parle. Bon, là c'est plus clair. L'espérance de vie à naissance, on voit que, bon, c'est quand même pas mal. On vit quand même plus longtemps, vous voyez, quand même pas plus. Il reste... Combien de temps il me reste, Yves? Allez, 10 minutes de parole et puis après une demi-heure d'entretien. D'accord, bon, je termine là-dessus. C'est bien. 5 minutes. Il reste 3 problèmes majeurs que ceux qui s'occupent de la politique ici à La Réunion devraient tenter de résoudre. Le premier, le chômage. Le chômage, il provient de l'insuffisance d'éducation, d'instruction, de formation, d'augmentation du taux d'activité des femmes et la forte croissance démographique. Le chômage massif crée l'économie informelle et explique les bas revenus. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le système productif qui est en bas, il est responsable, en quelque sorte, de la vie chère. Parce que, du point de vue de sa structure, il n'est pas capable de produire en diminuant de beaucoup les coûts de production. Les marchandises qui sont produites ici sont moins compétitives, coûtent beaucoup plus cher à l'unité que celles qui sont produites en métropole, parce qu'on produit en moins grande quantité. Les structures, vous avez vu tout à l'heure, on a des très petites structures. Elles sont incapables de produire avec les mêmes coûts de production que les grosses entreprises, bien sûr. Donc, tout ça fait que les prix sont élevés. Ce n'est pas la seule raison, hein, mais je vais vite puisqu'il me reste que 2 minutes. Les prix sont élevés. D'où les salaires, les revenus sont faibles, les prix sont élevés, c'est la pauvreté. Forcément. Or, vous avez des classes sociales, ici, qui gagnent des sursalaires, des surtraitements. Ce qui fait que vous avez une inégalité. Pauvreté en face, il y a un effet de démonstration. Pourquoi je suis pauvre alors que les autres s'en tirent beaucoup mieux que moi? Ben, tout ça, ça crée de la frustration. Et comme les gens sont au chômage, ça crée des désœuvrement. D'où explosion sociale. C'est ça, de façon récurrente, des explosions sociales qui existent à La Réunion, qui se manifestent à La Réunion, proviennent de ça. Chômage de masse, prix élevé, pauvreté, inégalité. Voilà. J'ai bouclé. Voilà. Merci. Bon, ben alors vraiment, vous avez eu raison d'applaudir, hein, parce que faire une synthèse sur autant d'années, avec tel brio, bravo Kwang, félicitations. Hein. Alors donc nous allons passer à l'échange avec le public. Donc s'il vous plaît, ne refaites pas une conférence chacun, bien sûr, vous avez 1000 choses à dire sur chômage, etc. Mais posez plutôt des questions pour pousser Kwang dans ses retranchements, parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire. Donc voilà, je vous donne la parole. Et qui veut commencer? Alors, madame, vous passez le micro à madame, derrière. Parlez fort, s'il vous plaît, hein, je suis un peu sourd maintenant. Voilà, c'est ça. C'est pas très brillant comme futur que vous nous présentez là. Ah, mais j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Non, non, mais on est d'accord, mais Oui. on doit en tirer quoi comme leçon pour l'avenir et comme piste d'amélioration. Alors, Parce que ça sert à rien de dire qu'il faut se remonter les manches, mais là... oui. Il faut un plan de développement, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Bien. Je veux bien récupérer Oui, alors, je ne vais pas développer ici, madame, un plan de développement en 5 minutes. Peut-être que j'écrirai un 4e tome ou un 5e tome finalement dans lequel je proposerai ça. Mais disons qu'il y a quelques années, sous la mandature Paul Vergès. Paul Vergès m'avait demandé de participer avec 3 autres personnes
à l'élaboration d'un plan de développement qui s'appelait le plan de développement de PR2D, donc durable de la Réunion, le PR2D. On a travaillé, alors je le dis tout de suite, j'ai travaillé gratuitement. Hein. J'étais prof à la fac, j'étais bien payé, bon, je n'avais pas non plus prendre de l'argent à la région. Hein. Bon. Et donc on a travaillé pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, et était fini. La commission plénière l'avait adopté. On était prêt pratiquement à le mettre en œuvre, et n'a jamais été mis en œuvre. Parce que figurez-vous que Paul Vergès a perdu, la liste Alliance a perdu les élections au profit d'une autre liste, et qu'ils ont préféré prendre le plan de développement et le mettre à la poubelle pour faire autre chose. Voilà. C'est pas que je n'ai pas de solution dans la tête. J'en ai. J'ai proposé déjà ça il y a quelques années. C'était un plan sur 25 ans. Paul Vergès, qui était quelqu'un qui voyait loin. Il n'y a pas beaucoup à La Réunion qui voit loin. Pas beaucoup. Lui voyait loin, il nous avait demandé un plan de développement sur 25 ans. J'avais demandé à faire un plan glissant, ce que j'appelle un plan glissant. C'est-à-dire que, bon, on trace la route sur 25 ans avec des clignotants économiques, et à chaque fois qu'on se dévie de la route, on rectifie. Voilà, ce qu'on appelle un plan glissant. Donc c'est pas que j'ai pas d'idée, j'en ai quelques-unes. C'est à partager, bien sûr, mais voilà, les choses. Les économistes, ce sont des techniciens qui proposent des choses, mais ce n'est pas eux qui décident. Voilà, ce n'est pas eux qui décident. Ce sont les politiques qui décident. C'est comme ça. Oui, merci, ça marche. Oui, alors je voudrais poser une question et faire une remarque. Vas-y. Ma question est la suivante. Compte tenu du faible taux de couverture des importations par l'exportation, compte tenu de ce faible taux, est-ce qu'on peut considérer que la Réunion est une économie de comptoir? Ça, c'est ma question. La remarque, c'est ce que vous venez d'échanger avec la dame. Je crois que plus que jamais, il faut un plan de développement pour la Réunion, un plan à long terme, et ça doit être l'œuvre des Réunionnais et des Réunionnaises. C'est pour ça que nous préconisons que la conférence territoriale qui réunit tous les élus et les services de l'État, que cette conférence territoriale fasse un plan de développement sur plusieurs années, un plan global pour la Réunion. Je crois que cette idée, il faut toujours la poursuivre et la faire prospérer. Merci. D'accord. Alors, je réponds d'abord sur l'économie de comptoir. Effectivement, c'était une économie de comptoir auparavant. Elle l'est toujours. Elle produit maintenant un peu, pas suffisamment. Pourquoi? Parce que la grande distribution domine le système, amène ici des produits beaucoup moins chers que ceux qui sont produits à La Réunion. Donc, les entreprises de La Réunion ne sont pas compétitives. Les industries de La Réunion ne sont pas compétitives. Seraient rassemblées et fabriquer ensemble un plan de développement à long terme pour La Réunion. J'aurais tendance à dire, je ne suis pas un technocrate, hein, mais j'aurais tendance à dire que un plan, ce n'est pas un programme. Un programme, vous alignez, c'est une liste de cibles. Une liste de cibles. Un plan, c'est des objectifs qui sont cohérents entre eux. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si vous faites un programme, vous voulez avoir certaines choses et vous voulez aussi avoir une chose qui est contraire à l'autre. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très clair dans mon esprit déjà. Alors, ce que je voudrais dire sur cette idée-là, c'est que la planification, un véritable plan, c'est une affaire de spécialistes. C'est une affaire de spécialistes. Il faut faire tourner des instruments qui s'appellent par exemple
que j'ai réclamé depuis que je suis à La Réunion, dans les années 91. J'avais écrit un article qui a été publié d'ailleurs par témoignage. J'ai réécrit plusieurs articles sur la question pour réclamer un outil qui existe en métropole pour fabriquer des plans et qui a été créé seulement en 2004-2005. Et quand j'ai fait le plan de développement, quand j'ai participé au plan de développement, j'ai demandé à l'INSEE de mettre à notre disposition cet instrument-là qui venait de mettre en place et de nous aider à faire un plan cohérent. En fait, pour ceux qui ont fait de l'économie ici, c'est un tableau de Leontief. C'est un tableau à double entrée de Leontief. Et, pour faire simple, si vous changez un chiffre du tableau, ça entraîne des changements dans tout le tableau. Et comme il y a des milliers, alors des chiffres, en colonne, vous avez les branches, voilà. En ligne, vous avez les produits. Les produits, voilà, et les branches. Vous changez un chiffre ici, ça change tout le tableau. Parce que pour produire de l'électricité, il va vous falloir du pétrole. Et si vous importez du pétrole, ça va changer, etc., etc. Vous voyez? C'est ça. Donc, cet instrument-là permettrait d'assurer la cohérence des mesures entre elles. Et je redis, il y a un choix politique à faire. C'est aux élus de commencer par dire, voilà, monsieur, ce que nous souhaiterions. Ils embauchent une équipe d'économistes qui connaissent bien la question, connaissent les techniques. C'est une technique, la planification. Ils disent, voilà ce que nous voulons. Est-ce que c'est possible? On va faire un plan. Voilà. On fait le plan, on leur soumet après. À eux d'en discuter entre eux. Et je dirais encore, se mettre d'accord entre eux, est-ce qu'on ne peut pas modifier ça? Bon, si on modifie ça, ça veut dire qu'on modifie aussi ça. Vous êtes d'accord? Bon. On fait circuler, on peut faire ce qu'on appelle une réitération. On fait tourner plusieurs fois le système. On arrivera à la fin à se mettre d'accord. Et je pense que un plan, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit accepté par la population. Ça ne peut pas rester au niveau des élus. Ça ne peut pas rester au niveau des techniciens. Ça ne peut pas rester à ce niveau-là. Parce que sinon, la population peut le refuser. Et l'expérience le montre. C'est le plan de développement actif. Vous vous souvenez du plan de développement actif 94 ou 95 par là? Le plan de développement actif, tous les élus étaient d'accord pour ce plan-là. C'était qui le ministre de l'époque? Je ne me rappelle plus. Peu importe, lui aussi était d'accord. Le gouvernement français était d'accord. Le ministre des Dom-Tom était d'accord. Tous les élus étaient d'accord. Et pourtant, il n'a jamais été appliqué parce que la population n'était pas d'accord. Et c'était essentiellement parce que une chose n'allait pas, c'était la suppression progressive de l'index de correction. Et donc, tous les professeurs, mais pas seulement eux, tous les fonctionnaires, et pas seulement eux, mais l'IUP également à l'époque, la formation des maîtres, c'est quoi? L'IUFM. Mais les étudiants de l'IUFM s'étaient enchaînés, je me souviens, à la porte de l'IUFM, parce qu'ils voulaient garder. Voilà. Donc, ça se passe, à mon avis, hein, c'est une question de méthode. Élie, pour moi, c'est une question de méthode. Qu'est-ce que les élus veulent? Ils s'assemblent. Conférence. Tu as raison. Ils s'assemblent. Ils nous disent, voilà, ce qu'on veut, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ben, on va voir. On te sort les instruments, on calcule. On calcule, on voit. On resoumet le plan. Et ça ne peut fonctionner que comme ça. À mon avis, il faut que ce soit démocratique. Descendant, remontant. Descendant, remontant. Sinon, ça ne marche pas. C'est ma position. Hein. Oui. C'est bien. Bon, une autre question? Encore, oui, deux. Oui, une question. Vous avez parlé d'ailleurs de handicap naturel.
Est-ce que le marché restreint de la Réunion, par exemple, n'est pas un handicap naturel? Et je pensais au développement économique, le marché d'une manière générale qui répond à l'activité économique. Vous parlez du marché de la Réunion. Voilà. C'est-à-dire 860 000 consommateurs. Voilà. D'accord. Et je pensais au développement économique des Outre-mer dans leur environnement géographique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et peut-être que ça peut donner... mais est-ce que ça commence? Il y a des soubresauts au niveau de la santé, par exemple. Mais est-ce qu'au niveau économique, ça suit son chemin? Et est-ce que ça ne peut pas aller au-delà? Je ne sais pas. À mon avis, la voie ça dépend de ce qu'on entend par environnement économique. Vous avez des pays, toute l'Afrique et Madagascar est très très pauvre. Déjà, la Réunion n'arrive pas à concurrencer les produits qui arrivent des métropoles. Les produits réunionnais sont beaucoup trop chers pour eux. Donc, le problème en économie, c'est pas seulement de produire. Tout le monde, à l'heure actuelle, avec les machines qui existent, on est capable de produire. Il faut trouver une demande solvable en face. Il faut trouver des gens qui sont capables d'acheter, qui sont suffisamment riches pour acheter. On ne peut pas. Donc le marché, certains marchés très captifs, oui. Mais sinon, ça me semble, du point de vue industriel, peu réalisable. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat en face. Qui voulez-vous qui achète des produits réunionnais? Qu'est-ce que la Réunion est capable de produire de façon compétitive et que les pays environnants ne pourraient pas se procurer à moindre frais? On peut faire de la coopération, oui, sur la météo, etc., oui. Mais les données économiques sont comme ça. Moi, je voudrais justement rebondir là-dessus. Est-ce que la suppression de l'octroi de mer ne serait pas une bonne chose par rapport au prix élevé? Et du coup... Supprimer l'octroi de mer. Oui. On sait très bien qu'on ne pourra pas industriellement produire dans la zone. Il y a trop de normes, on est trop français, on va dire, bon, c'est comme ça. Et l'octroi de mer, est-ce que quand moi j'achète une voiture, je paye plus cher? Est-ce que c'est pas justement un frein? Est-ce que c'est pas un problème par rapport au prix élevé? Est-ce que ça appauvrit pas justement cette population qui a pas assez de sous, qui gagne la personne qui gagne le RMI, le RSA, qui paye des produits beaucoup plus chers par rapport à cet octroi de mer? Bon, je sais très bien que ça permet aussi, l'octroi de mer, de créer de l'emploi et tout ça. Mais est-ce que l'octroi de mer aujourd'hui n'est pas un problème? L'octroi de mer les taux sur les produits de base sont assez faibles, première chose. Sur les produits de luxe, effectivement, l'alcool, les voitures, l'octroi de mer est très élevé, mais sur les produits de base, il est très faible. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que, j'ai montré tout à l'heure sur un tableau, que l'économie de la Réunion est une économie essentiellement de service. Vous êtes d'accord? Une économie de service. Les gens produisent des services. Les services ne subissent pas l'octroi de mer. Les services ne subissent pas l'octroi de mer. Et l'octroi de mer frappe aussi la production locale, mais à un taux moindre. Il y a deux octrois de mer. Un octroi de mer qui s'applique aux produits qui sont importés, un octroi de mer local, qui n'est pas le même taux. Donc, de plus, et pour finir sur ce point-là, la fiscalité de la TVA est moins élevée à La Réunion. Ce qui fait qu'en somme, la fiscalité, c'est-à-dire la TVA plus octroi de mer, c'est moins important que la TVA en métropole. Donc la fiscalité n'est pas une cause des vies chères. La fiscalité n'est pas une cause des vies chères. J'ai répondu? Oui, je vous remercie pour vos tableaux qui sont toujours extraordinaires et très explicites. Dans celui que nous avons sous les yeux, dans économie informelle, je suppose que vous pensez au travail au noir, mais où est-ce que vous mettez aussi tout le travail de service qui est rendu par les associations? Donc, le tissu associatif est extrêmement dense à La Réunion, beaucoup plus dense que dans un grand nombre de départements français, et joue un rôle très important, enfin qu'on pourrait appeler peut-être virtuel, au sens où il échappe à la comptabilité franche, oui,
mais il a un effet. Et d'autre part, quand vous avez un autre tableau, très intéressant aussi sur le moment où on passe à un développement économique basé sur l'import-substitution. Oui. Et vous montrez que il y a effectivement un certain nombre, il y a un développement économique qui s'ensuit avec ça, mais dans le capital, il n'y a pas que le capital matériel. Ou est-ce que vous mettez aussi le capital qui a été créé par la formation supérieure d'un grand nombre de réunionnais malgré tout, même si statistiquement il reste proportionnellement inférieur si on compare à celui métropolitain, mais qui a permis quand même... Quel capital, madame? L'innovation, par exemple dans le domaine de l'industrie sucrière, la création la technique des centrales mixtes, oui. qui ensuite a été exportée dans, le reste du monde, ou bien récemment, on a vu à l'occasion de la crise du Covid, il y a toujours des tas de petites innovations qui se font et qui s'exportent également. On dirait c'est peut-être symbolique, mais c'est une création de savoir-faire, ça a une certaine valeur. Et en ce qui concerne l'évolution démographique, en fait, la courbe dans les années qui viennent, lorsqu'on aura absorbé ce fameux baby-boom un peu décalé qu'il y a eu dans l'île, on va se retrouver avec une masse de personnes âgées va décliner. Et du coup, là, il y aura d'autres problèmes Et des emplois aussi. Et des emplois aussi pour les personnes âgées, mais bien sûr, oui. Ce sont des projections sur l'avenir. Vous avez tout à fait raison avec les technologies, par exemple sur la bagasse, la récupération de l'électricité. D'ailleurs, c'est un Vietnamien qui l'a inventé. C'est un Vietnamien qui l'a inventé, oui, qui était là. C'est un copain de Jacques de Châteauvieux qui l'a inventé, le truc. Et il me disait, je le connais d'ailleurs, il me disait, quand on a commencé à exporter ça, je ne pouvais plus être tranquille parce que dès que ça ne marchait plus, j'avais beau être dans une réunion de famille, on me téléphonait, il fallait que je prenne l'hélicoptère, que je prenne l'avion, que j'aille au Brésil parce que la centrale ne marchait pas. Bon, tout ça, c'est pour la petite histoire. Mais vous avez raison, l'innovation, il y a des innovations ici qui sont très très importantes, surtout dans les services, et qui peuvent créer pas forcément des emplois, pas forcément beaucoup d'emplois, mais beaucoup d'argent qui rentre. Je prends un seul exemple. Air Austral avait embauché 2 personnes pour gérer la société, pour gérer la comptabilité, etc. Ces 2 personnes ont inventé 2 logiciels pour faire fonctionner simplement Air Austral. Et puis voilà que IATA, dans une conférence de IATA, c'est-à-dire l'Association internationale des transporteurs aériens, ils ont montré leur truc, et puis les gens ont trouvé ça tellement bien que les Africains ont commencé à l'acheter, et puis en Europe, et maintenant il y a 65 compagnies aériennes de par le monde qui utilisent ce système-là. Il rapporte pas mal d'argent, j'en parle d'ailleurs dans le 4e tome, et simplement, maintenant, la création d'emplois à La Réunion n'a pas été à la hauteur, parce qu'ils ont très peu d'emplois, peut-être une vingtaine d'emplois, et l'essentiel des emplois a été créé à Maurice, parce qu'ils avaient besoin des gens qui étaient bien formés, qui parlaient anglais. Alors que les Réunionnais ne parlent pas bien anglais, en tout cas pas tous, et donc le travail est fait à Maurice. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc l'innovation, effectivement, vous avez raison, les petites boîtes, on le montre d'ailleurs, hein, c'est pas les grosses boîtes, c'est pas les grosses entreprises qui créent l'innovation, ce sont en général des petites boîtes, parfois même des personnes qui sont privées, qui inventent. Regardez les puces sur les cartes, c'est mon Renault, voilà, qui a fait ça. Et les innovations sont faites en général par les petites entreprises, et elles peuvent rapporter pas mal d'argent à La Réunion, pas forcément beaucoup d'emplois, malheureusement. Alors moi je vais en poser 2 questions si tu veux bien. Toutes les statistiques que tu présentes sont une comparaison entre La Réunion et la métropole.
je ne vois pas comment il est aussi facile de comparer 860 000 habitants à 60 millions, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a dans les statistiques des comparaisons par département? Ce qui changerait beaucoup les choses. C'est-à-dire que quand on dit, nous, les misères, par exemple, à La Réunion, bah, si on compare, je ne sais pas moi, au département du Nord ou bien à l'Île-de-France, c'est complètement différent. Ça n'existe pas. Il existe des divisions de l'INSEE par département, mais ça ne produit pas une image de la région, parce que la circulation des marchandises, des hommes, des capitaux est telle entre les régions que tu ne peux pas, il n'y a pas de frontière si tu veux. Donc tu ne peux pas faire de comparaison, malheureusement. Il y a seulement dans les dom-toms que ça se fait, parce que là tu as une frontière, tu peux contrôler. D'accord. Voilà. Okay. L'INSEE présente quand même des tableaux comparatifs. On peut s'amuser sur le site de l'INSEE à comparer les chiffres d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre. Ils ont ce petit outil, mais vous avez raison, ils portent sur essentiellement plutôt des critères démographiques. Bien, oui. À ce moment-là, bonjour, on pourrait comparer avec la Martinique et la Guadeloupe. De quoi? Pour les départements. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer la Réunion avec la Guadeloupe ou la Martinique à ce moment-là? Ah ben oui, bien sûr, hein? Bien sûr. Là oui, là on bien peut sûr. faire une comparaison, je pense. Pardon. Oui, on me dit que je suis filmé, alors. Ah ben oui. Je remonte. Oui, bien sûr, il existe des comparaisons, et vous pouvez le faire parce que chaque année, l'IEDOM produit 300-400 pages, un rapport sur chacun des DOM. Et le rapport de l'IEDOM sort en général vers le mois de juin. En plus, vous avez ce qu'on appelle le CEROM, qui est un collectif qui rassemble l'Agence française de développement, l'INSEE, etc. Et diverses l'IEDOM également, qui travaillent ensemble. Et chaque année, ils publient un rapport sur chacun des DOM. Et également oui, ça existe aussi en Nouvelle-Calédonie, et pour Tahiti aussi ça existe. Donc tous les territoires français qui ont une frontière un peu à part, avec une économie à part, qui est localisable, si vous voulez, ils ont des statistiques à part. Mayotte aussi a ça. Mayotte aussi a ça. Alors peut-être pour ne pas t'épuiser physiquement trop, parce que intellectuellement je vois que ça marche bien, n'est-ce pas? Je vous invite à vous procurer l'un ou l'autre des ouvrages, voire l'ensemble des 4, n'est-ce pas? Ah non. Alors, excusez-moi, mais j'avais prévu des paquets, j'en ai laissé un chez moi, qui contient effectivement le 4e tome, et donc je n'ai que les 3 premiers qui sont ici. Mais Yves m'a dit que la semaine prochaine, oui. Il y avait une autre conférence sur Kervegen. Eh ben, j'en parle, voilà, c'est ça. Et bon, je peux revenir pour ceux qui sont intéressés avec le 4e tome, pour ceux qui sont intéressés. Et si d'ici là, je reçois aussi les fameuses mémoires. Oui. Oui, attendu, n'est-ce pas? Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je la prends, hein, tu m'as donné la main, je la prends. Hein. Alors donc, la semaine prochaine, en effet, vous êtes invités à revenir plus nombreux encore. Parce que plus nous sommes nombreux, et plus le travail des bénévoles dont parlait Dominique est valorisé. D'ailleurs, ça vous permet de pimenter votre savoir au passage, n'est-ce pas? Et donc la semaine prochaine, nous recevrons Monique Risseau, qui est historienne et économiste, et qui va, elle aussi, travailler sur la Réunion d'un point de vue économique et historique. Il s'agira de la saga des Loquates de Kervegen, une famille capitaliste réunionnaise, le mot capitaliste étant entre guillemets. Donc c'est mardi prochain dans cette même salle. Alors Kwang sera là pour, j'allais dire, vendre ses ouvrages, mais surtout vous venez avec au moins 2 autres personnes pour vous accompagner, n'est-ce pas? Et au passage, venez aussi, non, vous ferez ça sur le site des Amis de l'Université, puisque le système associatif bénévole est très important. Vous soutiendrez les Amis de l'Université en adhérant, n'est-ce pas? Voilà, alors vous allez sur le site qui figure ici. Bien. Qu'avons-nous d'autre à expliquer? Oui, je voulais juste dire que ce serait commode pour moi
que ceux et celles qui souhaiteraient avoir mes mémoires s'inscrivent, comme ça j'aurai la liste, je passerai à ce moment-là à ma maison d'édition, je prendrai le nombre de volumes qu'il faut, je viendrai vous les apporter ici, et on ira boire un coup ensemble. Voilà, alors, vous voyez une charmante personne qui est Elisabeth et Christine, toutes les deux, voilà. Travail bénévole, ça se fait aussi en commun, hein. Elisabeth, Christine pourront prendre en effet votre souscription, si j'ose dire. On prend vos noms, voilà. Et vous aurez le livre des mémoires de prix. Voilà. Ah, quel est le prix? Quel est le prix? Le prix de quoi? Itinéraire. De mes mémoires ou le 4e tome? Le 4e tome coûte 40 €. Quant à mes mémoires, ils existent en 2 versions. Il y a 58 photos dedans. Alors, il y a une version avec les photos en couleur qui doit coûter dans les 42 €, quelque chose comme ça. Et la version en noir et blanc qui doit coûter dans les 29, moins de 30 €, 29 €, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, donc passez à la banque avant, hein, n'est-ce pas? Je précise également que lors de la conférence de Pascal Moignou, une excellente conférence, c'était la première, hein, vous n'étiez pas là pour quelques-uns, là je repère des têtes, hein, fou. Et donc, vous avez manqué cette excellente conférence dont je redonne le titre, qui était Le Vasa du Prince ou les aventures de Joseph Lambert à Madagascar. L'ouvrage n'était pas arrivé à La Réunion, il l'est désormais. Donc la semaine prochaine, c'est grosse vente, n'est-ce pas, de tous ces ouvrages-là. Voilà. Ce sera aux enchères. On va se mettre à l'entrée. Voilà, alors donc Christine et Elisabeth vous attendent à l'entrée pour pouvoir voilà, donner vos noms. Voilà, vous ne regrettez pas une question ou autre? Non? Eh bien, je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Maintenant, vous êtes enrichis du point de vue de vos connaissances et surtout, répandez toutes ces choses que vous avez apprises autour de vous et dites bien que c'est aux amis de l'université que l'on apprend cela. Merci.